Bonsoir et bienvenue à tous. Depuis quelque temps, l'État du Cameroun a décidé d'injecter de l'argent dans certaines entreprises publiques et parapubliques. Quelques 30 milliards de francs CFA à la Sodecouton, environ 30 milliards de francs CFA également pour Camerco, pour ne prendre que ces exemples-là. Objectif, apporter une bouffée d'oxygène à ces structures qui battent de l'aile. Une mesure qui est critiquée par certains observateurs nationaux et même par des institutions financières internationales. Question, l'État serait-il en train de perfuser des cadavres? 237 de débat ouvre justement le débat ce soir pour interroger les politiques publiques en matière de développement économique du Cameroun sous l'angle de la nécessité de subventionner ou non des entreprises publiques ou parapubliques. Il s'agit de s'inspirer des leçons de la privatisation pour alerter sur les précautions à prendre dans l'administration de ces perfusions afin qu'elles soient salvatrices pour ces grandes malades que sont les entreprises publiques et parapubliques camerounaises. Merci Madame, Monsieur de nous recevoir chez vous. Pour décrypter cette thématique que nous avons convié sur ce plateau, le docteur Idimo Mongori. Bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci également d'avoir accepté de m'inviter. Vous êtes économiste et politologue. J'ai introduit également sur ce plateau l'honorable Paul-Alphonse Sopor. Bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci de m'avoir invité Duval. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Voilà, vous êtes économiste. J'aime également préciser que vous êtes président national du CONASIC, c'est le syndicat national des syndics du Cameroun. C'est ça. Merci vraiment d'être venu, M. Kouni. Bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous mes panélistes qui sont sur le plateau avec moi. Bonsoir également à tous vos téléspectateurs. M. Kouni, vous êtes économiste. Merci, messieurs, d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Je commence avec vous, M. Kouni. Dans l'introduction tout à l'heure, nous avons mentionné le cas de Camerco et Sodecouton. Est-ce qu'il y aurait de votre point de vue des entreprises qui bénéficient des soutiens financiers de l'État ou qui aspirent à bénéficier de ces perfusions? Je pense qu'il convient de relever, pour le déplorer, que notre État, notre administration, ceux qui sont en charge des politiques publiques, communiquent très peu en matière de leurs actions économiques. La Sodecouton vient de bénéficier d'une subvention, mais j'avoue que très peu de Camerounais sont au courant et savent quels sont les tenants et les aboutissants de cette affaire. Vous savez bien qu'à un moment donné, quand le directeur général Pierre Mohamed était encore à la tête de la Sodecouton, personne n'a à aucun moment eu à croire que la Sodecouton avait un problème. Et quand Mohamed est parti, la Sodecouton, il y a eu un conseil d'administration où on a donné quitus à la gestion de l'IA et de ceux qui étaient là, en nous faisant comprendre que la Sodecouton avait d'ailleurs réalisé un bénéfice de 5 milliards et que la Sodecouton était bien gérée. On est surpris aujourd'hui de constater que la Sodecouton a besoin de subventions. Donc, il y a quelque chose qu'il faut dire aux Camerounais et qui n'est pas dit. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a un déficit de communication qui pose énormément de problèmes. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelques temps après que ce qui s'est été donné et qu'on parle d'un bénéfice de près de 5 milliards, qu'aujourd'hui, moins d'un an après, on vient parler d'une subvention de 30 milliards. Je crois que c'est assez compliqué et ceux qui s'occupent de ces choses-là feraient mieux de communiquer davantage pour amener les Camerounais à comprendre quelles sont les raisons profondes qui les déterminent à poser les actes qu'ils posent. Pour la France Sopor, en dehors de Camerco ou Sodecouton, nous avons cité peut-être d'autres entreprises qui aujourd'hui ont besoin de soutien financier de l'État pour continuer à survivre. Il n'y a pas que ces deux entreprises. Mais je reviens sur ce qu'a dit M. Kouni, c'est ça. Il y a ce déficit communicationnel sur le plan économique. C'est-à-dire on n'informe pas suffisamment les Camerounais, encore moins les opérateurs économiques, sur la marche de nos entreprises ou sur les interventions de l'État quant à ce qui concerne au fonctionnement de nos entreprises. Je dirais que presque toutes ces sociétés bénéficient de ces subventions. Vous avez parlé de la Sodecouton, vous avez parlé de la Camerco. Ce sont les cas qui ont été récemment. Oui, qui a déjà bénéficié 2 fois de ces subventions, n'oubliez pas. Parce que lors du premier emprunt obligataire, on avait dégagé 20 milliards
pour la Camerco, lors du lancement de la Camerco. Bon, et maintenant tout le monde a suivi, au moins là la télévision était présente, tout le monde a suivi qu'on a encore alloué 30 milliards à la Camerco. Mais je voulais dire que presque toutes ces sociétés, vous oubliez que la Camrail bénéficie encore des subventions de l'État. Parce que vous savez qu'au départ, M. Bolloré ne voulait pas le transport des passagers. Or, l'État, qui est obligé d'assurer un service public minimum, a été obligé d'accepter que M. Bolloré transporte les passagers moyennant une participation financière. Vous avez dit, même le Camrail est subventionné. Donc il y en a plein d'autres comme ça. La SCDP, ça vous l'oubliez. Quels sont, de votre point de vue, Dr Mongori, les critères qui devraient présider au casting des entreprises devant bénéficier des subventions de l'État ou du financement de l'État? C'est bien difficile à le dire. Déjà, comme l'ont relevé les deux autres copanélistes, on a du mal à comprendre les tenants et les aboutissants. Nulle part il est défini des critères clairs qui justifient le pourquoi et le comment de ces perfusions. Je pense que en fait souvent c'est pour accompagner une activité que l'on juge peut-être très stratégique pour l'État, transporter les Camerounais d'un point à l'autre. Parfois, il s'agit juste de produire de l'eau. En fait, il y a des entreprises pour lesquelles l'État ressent le besoin, même lorsque, du point de vue de la rationalité économique, toutes les conditions ne sont pas réunies pour accompagner, mais du simple fait que ces entreprises emploient beaucoup de Camerounais. La Sodecoton, c'est le très grand employeur dans le Grand Nord. On se voit dans l'obligation de l'accompagner, même lorsque les cours du coton tendent à tomber de temps à autre. Écoutez, il n'y a pas de critères clairs. L'État intervient dans ce cas comme une institution qui accompagne les citoyens, qui accompagne l'économie nationale et qui a pour objectif quand même s'il n'y a pas de visibilité, de lisibilité par rapport aux critères qui sont pris en compte. Non, c'est un problème, ça fait également partie de la vie des États. Les États, pas seulement ceux du Cameroun, ceux d'Afrique. La plupart du temps, les États sont parfois amenés à poser des actes qui ne répondent pas à des critères clairs et défendables de rationalité économique, qui veulent peut-être garder un certain équilibre social, une certaine paix, et ça peut se justifier de ce point de vue. Cependant, il faut relever que dans le passé, nous avons vécu plein de cas similaires. Je ne vais pas revenir là tout de suite, mais nous savons que dans les années 70, l'État est allé très loin entre les années 70 et 80. À l'époque du boom pétrolier, on a développé sur près de 2000 milliards une vingtaine d'entreprises. On va certainement dans le cours de cette émission convoquer ces éléments d'ordre historique pour bien comprendre ce qui s'était passé, les raisons qui avaient amené l'État justement à prendre ces mesures, et peut-être qu'on va également évaluer pour voir si effectivement, au bout du compte, l'État avait une raison de prendre ces mesures-là au regard peut-être des résultats qui s'affichent aujourd'hui. Mais pour l'instant, il y a quelques exemples qui ont été pris sur le panel. Vraiment, ce n'est pas une camisole de force. Vous pouvez prendre les exemples que vous voulez. Mais si je m'arrête par exemple sur le cas de la Sodecoton, on a indiqué que l'État vient d'injecter dans cette structure-là environ 30 milliards de francs CFA. On a précisé qu'il y a eu une rencontre interministérielle qui a donné lieu finalement, on a indiqué au directeur général de la Sodecoton qu'il devait établir un plan de trésorerie et puis expliquer un peu quelles sont les difficultés peut-être que auxquelles l'entreprise faisait face pour pouvoir bénéficier de cette subvention-là. Alors, on a expliqué également qu'au départ, il y a eu un certain nombre de difficultés liées au climat qui
n'ont pas permis que la production cotonnière soit exactement ce qu'on attendait. Là, on a le sentiment, M. Kounié, que ce sont des éléments d'ordre conjoncturel. Est-ce que des éléments d'ordre conjoncturel peuvent amener un État, parce que là on essaie un peu de comprendre les raisons qui auraient amené l'État par exemple à mettre un peu d'argent là-dedans, est-ce que les éléments d'ordre conjoncturel peuvent justifier des mesures de ce genre? Je pense que les éléments conjoncturels peuvent justifier, n'est-ce pas, un apport. Mais il faudrait, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que l'on communique. Il faudrait que parce que quand vous injectez 30 milliards dans une entreprise comme celle, c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent des Camerounais. Mais vous avez la charge de la gestion de la chose publique, vous ne pouvez pas. Et puis, on ne peut pas décider d'injecter l'argent avant de demander au directeur de Sodecoton de faire des plans de trésorerie, d'expliquer ceci, d'expliquer cela. Je crois qu'on doit d'abord étudier le dossier, s'assurer que ce besoin est réel avant de prendre les mesures. Et quand on prend des mesures comme celle-là, il est bon de faire comprendre aux Camerounais qu'il y a une situation particulière à Sodecoton qui bénéficie, qui justifie une telle action. Chez nous, il y a une gestion opaque de la chose publique. Et un bon matin, on va venir nous sortir une histoire, il y a une distraction des fonds, et puis ça va aller dans tous les sens, et on ne comprendra pas. Moi, je crois, si vous voyez par exemple en Grèce, le journal Alexis Tsipras amener tout le monde à le soutenir, c'est parce que ces actions sont soutenues par une communication permanente et que les gens comprennent également quelle est la politique qu'ils vont mettre en œuvre. Et chez nous, ce n'est pas le cas. Donc, moi je crois que notre problème, le premier problème que nous avons par rapport à ces affaires-là, aux actions que l'État mène par-ci par-là, c'est des problèmes de communication. Sauf si c'est des choses qui passent en dessous de la table et qu'on ne voudrait pas que les Camerounais sachent. Mais je pense qu'il faudrait que ces choses-là soient publiques et que tous les leviers sur lesquels, tous les éléments qui déterminent l'État à poser des actes soient connus de tous les Camerounais. Nous sommes en train de faire des supputations autour d'un sujet dont personne n'a les éléments clairs qui peuvent nous permettre, n'est-ce pas, d'apporter un jugement de valeur. On dit que l'État a le droit de le faire, d'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes partis il y a moins d'un an d'une société qui fonctionnait bien à une société qu'on doit pouvoir, n'est-ce pas, mettre sous perfusion. C'est assez curieux. On a vu ici des sociétés qui fonctionnaient très bien et qui subitement, comme le chantier naval, qui fonctionnait très bien, qui avait 1 millier d'employés et qui aujourd'hui n'a presque personne qui travaille là-bas. On change de directeur et tout ça. Mais personne ne nous explique qu'est-ce qui s'est passé du point A au point B. Il faudrait qu'on soit au courant et qu'on nous informe sur, n'est-ce pas, les problèmes que les entreprises ont eu afin de ne pas pouvoir, n'est-ce pas, se gérer normalement. Il y en a Paul-Alphonse Sopon de la Sodecoton, il y en a Camerco, peut-être d'autres structures. Oui, je voulais dire que effectivement les problèmes conjoncturels peuvent amener l'État à subventionner ou à apporter son appui financier à une entreprise. Souvenez-vous, la crise des subprimes. Le gouvernement américain a été obligé de financer les grandes entreprises américaines qui fonctionnaient pourtant très bien. General Motors par exemple, vous comprenez? Donc ces problèmes conjoncturels peuvent affecter le fonctionnement de l'entreprise. Tel est par exemple le cas des déséquilibres climatiques que vous venez d'évoquer. Il peut arriver que la production ne soit pas celle qui avait été prévue et à partir de ce moment, il se crée des équilibres de trésorerie. Dans le cas précis, on dit qu'on attendait une production de 245 000 tonnes et il y a environ 20 000 tonnes qui sont arrivées déjà mouillées et donc ça a provoqué un déficit qu'il fallait rattraper. Et à côté de cela, on parle par exemple du parc automobile, on parle de 150 camions et sur les 150 camions de la Sodecoton, il y a environ 90 seulement qui fonctionnent. Donc il faut renouveler, il faut injecter dans le fonctionnement et dans... je voulais y arriver justement, heureusement que vous évoquez tout cela. Vous voyez que ce sont des faits conjoncturels. Mais lorsque vous évoquez le parc automobile ou le parc de camions, c'est tout simplement parce que la Sodecoton est considérée comme une entreprise publique. Il y a une bureaucratie très lourde dans l'entretien, par exemple, de ces camions. Et ça fait qu'à un moment, à cause d'un type mur qu'il faut remplacer, il faut tout un tas de paperasserie avec des autorisations, les marchés publics, etc., etc. Ce qui fait que ça prend beaucoup de temps et on
se retrouve donc dans des situations telles que celle-là, où l'État, qui pouvait faire l'économie de son énergie, est obligé finalement de dépenser plus qu'il en fallait pour soutenir une société telle que la société. Mais qu'est-ce que l'État fait pour que ça ne se reproduise pas? Parce que tout n'est pas de sortir de l'argent et d'injecter dans une entreprise. Il faudrait nous dire, bon, il y a eu tel problème, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on ne se retrouve pas demain matin dans la même situation? Autrement dit, c'est dommage que les choses puissent se passer de cette manière. Et c'est la raison pour laquelle dans la deuxième partie de l'émission, on va bien évidemment évoquer les mesures, les solutions qui peuvent être envisagées pour que cette fusion-là soit vitale. Alors, Dr Moulori, on a parlé, je ne sais pas, à vos convenances, peut-être sur les cotons ou Camianco ou toute autre entreprise pour permettre peut-être de comprendre les raisons qui peuvent amener très souvent les États ou bien l'État du Cameroun à mettre de l'argent dans cette entreprise publique. Ça a été suffisamment évoqué et clarifié. On ne connaît pas toujours les raisons, les événements conjoncturels peuvent pousser à faire ceci ou cela. Mais je veux quand même aller un peu plus loin concernant particulièrement Camerco. Camerco, c'est un échec à répétition. Ça veut dire qu'il y a quand même des problèmes quelque part. Et moi, dans ma petite logique, je ne connais pas bien l'économie des avions, mais je m'imagine qu'il serait peut-être mieux pour nous, ou plus facile pour nous, de nous concentrer dans un premier temps sur notre espace national et régional et laisser un peu ces histoires de long courrier avec une concurrence extrêmement avancée. Ici, le marché est ouvert. Il y a tellement de Camerounais qui veulent partir de Douala pour Garoua et qui doivent passer 6-7 jours en route parce qu'il n'y a pas d'avion qui les amène. Et moi, ça m'étonne qu'on achète des grands avions à des montants colossaux alors que le service minimal intérieur n'est pas assuré. Ceci dit, je pense qu'il y a des problèmes de planification stratégique très sérieux dans cette société. Je suis en fait toujours très surpris parce que moi je me déplace souvent dans le pays et comme tous les autres qui sont ici, vous ne pouvez pas partir de Canada pour Bertois en 4 jours. Et pourtant, vous pourriez le faire en 4 heures. Aller et retour. Et à des taux qui sont gérables. Mais aujourd'hui, il y a des ministres qui sont parfois bloqués au niveau du Cameroun. Il y a un congrès quelque part. On doit affréter un avion spécial pour les faire venir. Alors que Camerco ne fait que s'injecter des gros avions qui, en fait, restent très souvent même par terre parce qu'ils n'ont pas payé tel droit et tel autre droit. En fait, je voudrais dire concentrons peut-être une réorientation technico-stratégique, concentrons sur ce que nous pouvons faire là où le marché existe, là où la concurrence est faible. Je pense que c'est ce que fait Erivoire, c'est ce que font plein d'autres compagnies qui, à partir de là, même les grandes, les Kenya, les Éthiopiens, tous sont partis de là. Il faut partir local. Mais ça veut dire, peut-être pour revenir sur le point que vous avez fait tout à l'heure, qu'il y a, avant de décider peut-être d'injecter l'argent, parce que j'ai précisé que ce n'est pas la première fois d'ailleurs, on l'indiquait tout à l'heure, je crois qu'en novembre 2014, l'État a lancé un appel public à l'IPAN pour chercher environ 150 milliards de francs CFA. Et dans les 150 milliards de francs CFA, il y a effectivement, je crois, 21 milliards de francs, 20 à 21 milliards de francs CFA, voilà, qui devaient être redistribués à ces entreprises-là. Ça veut dire que, parce que si on a commencé en 2014 et qu'aujourd'hui on se retrouve en train de remettre encore environ 30 milliards, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème au niveau du diagnostic précisément. Il y a de sérieux problèmes à ce niveau, sans doute. C'est vrai, je n'ai pas fait suffisamment de recherches pour savoir ce qu'ils vont acheter comme aéronef, mais je ne serais vraiment pas surpris de savoir que c'est à nouveau des grands volumes, des grands avions, des gros porteurs, alors que le marché est là, qui va assurer ce service minimal? Si on reste sur le cas Camer pour M. Kougué, ça veut dire qu'il y a peut-être un travail d'orientation. Je crois que c'est même un problème de gouvernance. C'est un problème de gouvernance. Le problème, c'est qu'il faut mettre les hommes qu'il faut là où il faut. Quand vous politisez
pas d'année, on aboutit à des situations comme ça. Il faudrait, nous avons vu, j'ai cité ici un cas, le cas du chantier naval. C'est une entreprise qui a été montée de fil à aiguille par celui qui est en prison. Il n'a rien trouvé. Il a trouvé une entreprise qui n'existait presque pas, qui avait à peine 100 employés. Il s'est retrouvé à plus d'un millier d'employés. Ça veut dire qu'il a monté cette affaire de fil à aiguille parce qu'il était dans son élément. Et maintenant, il est parti. Depuis qu'il est parti en prison, l'entreprise de Grèce, on a pris un Coréen, on a tout essayé. On a tout essayé, cette entreprise est morte. Elle est morte et elle n'arrive pas à se relever. Mais moi, je crois que le vrai problème, oui, en prison. Mais moi, je crois que le vrai problème, c'est de mettre à la place les gens qu'il faut, à la place qu'il faut. Parce que c'est ça le véritable problème. Parce que vous ne pouvez pas demander, par exemple, à un administrateur de comprendre, n'est-ce pas, de faire de gérer la caméra ou bien de concevoir un plan pour la caméra, un plan de gestion pour la caméra, comme quelqu'un qui est du métier et qui connaît le sujet. Donc il y a vraiment ce problème de gouvernance chez nous. Il faudrait, parce que tout ça, toutes ces choses sont politiques. Et puis, quand on désigne des politiciens et on leur donne des responsabilités, vous voyez que chez nous, quand quelqu'un est nommé à un poste de responsabilité, tout ce qu'il fait, c'est qu'il va d'abord danser au village pour dire à sa famille, à tous ses convillageois que j'ai eu notre part de gâteau, etc. Et de là, il commence à faire n'importe quoi. On aboutit à des situations comme ceci. Comme vous venez de dire de l'autre côté, comment est-ce qu'une compagnie aérienne comme celle-là ne peut pas savoir que le circuit interne et intérieur doit être, n'est-ce pas, sa base, c'est-à-dire doit être valorisé et constituer sa base d'abord avant d'exploiter, n'est-ce pas, le circuit extérieur. Vous voyez au Nigeria, il y a beaucoup d'avions qui vont d'un point à un autre. Il y a des compagnies aériennes qui ne fonctionnent qu'à l'intérieur du Nigeria, qui n'ont même pas besoin, n'est-ce pas, de faire l'exploitation inter-État. Donc moi je crois qu'il y a beaucoup de problèmes et ces problèmes-là trouvent leur fondement dans la gouvernance parce qu'on n'arrive pas à mettre au poste qu'il faut des gens qu'il faut. Il y a trop de tripatouillage, il y a trop de combines, si vous me le permettez. Et le résultat de tout cela, c'est que nous sommes dans une situation que personne ne peut expliquer. Alors qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Alors, puisque vous dites diagnostiquer la situation Paul-Alphonse Sopon, j'ai pu entendre sur des plans qui ont été faits qu'il y a un problème d'abord au niveau de l'orientation stratégique, parce que le docteur Mongoli indiquait, prenant le cas de Camerco, qu'on veut aller à la concurrence avec les grandes structures, les grandes compagnies aériennes, Air France et les autres, alors qu'on a du mal déjà à gérer. Et je me souviens qu'en préparant cette émission, j'ai échangé avec quelqu'un qui disait que lorsque vous regardez les grandes compagnies, vous observez que pour la plupart, elles ont des hubs. Et que dans le cas de Camerco, on commence encore à se poser des questions. Donc, il a dit, premier élément, l'orientation stratégique. Lui, il a ajouté le management, la désignation, le casting de ceux qui doivent diriger ces entreprises-là. Alors, vous complétez avec quel élément? Au-delà du management, parce que même l'orientation stratégique, c'est le management là qu'il évoque. Mais il faut aller au-delà du management. Je crois qu'on allait y arriver après. Mais c'est une bonne chose qu'on en parle maintenant. Le problème de nos entreprises publiques, c'est d'abord l'organisation mise en place pour gérer ces entreprises par l'État. L'entreprise publique aujourd'hui a une tutelle administrative, le ministre des Finances. Elle a une tutelle technique, c'était le ministre conseiller dans le cas de Camerco, le ministre des Transports. Elle a un président de l'Assemblée générale. Elle a un président du conseil d'administration. Elle a un directeur général. C'est beaucoup. Vous voyez que la structure est lourde. Dans les entreprises privées, vous avez deux organes, le conseil d'administration et l'Assemblée générale et le conseil d'administration. L'Assemblée générale, c'est l'Assemblée des actionnaires. Et il y a le conseil d'administration qui va donc choisir, parce que le directeur général, on a tendance à l'oublier, c'est l'homme du conseil d'administration. C'est le conseil d'administration qui choisit le directeur général de l'entreprise. Donc vous voyez qu'il ne peut pas avoir de problème de dualité, de concurrence, entre le président du conseil d'administration et le directeur général que lui, il a amené. Mais dans une entreprise publique, vous allez trouver que le président de l'Assemblée générale est nommé par le président de la République, le président du conseil d'administration
il est nommé par le président de la République. Le directeur général est nommé par le président de la République. Vous voyez que chacun se prévaut d'un décret présidentiel. Et c'est ça qui crée des fautes. Mais à partir de ce moment, il est très facile qu'il y ait ces problèmes de concurrence, de comportement, de rivalité, etc. Vous comprenez? Donc je crois qu'il faut revoir cette structure qui est très lourde et qui ne permet pas aux entreprises publiques de fonctionner. Et c'est pourquoi moi je pense qu'il faut revenir à ce qu'on avait avant. Quand vous regardez toutes les compagnies dont nous venons de parler, vous avez un PDG. Puisque c'est l'État qui est l'actionnaire principal. Donc l'État n'a pas besoin de mettre deux structures concurrentes ou trois, avec deux ministres qui peuvent ne pas s'entendre, et à partir de là, vous avez encore un arbitrage. Vous avez un arbitrage, parce qu'il y a le secrétariat général de la présidence qui va intervenir. Or, le système qu'on avait avant, quand vous regardez Air France fonctionner, vous regardez Ethiopian Airlines, vous voyez qu'il y a un PDG. Ça veut dire qu'il faut responsabiliser le manager. C'est lui, on lui confie la compagnie, on lui dit qu'il saute les objectifs et en compte à l'actionnaire principal qui est l'État. Or ici, il y a beaucoup d'intervenants, ce qui fait que ça complique un peu la gestion. Et quel que soit donc l'étoffe de celui qui sera directeur général à Cameco, ce problème se posera. Parce qu'il y aura toujours un conflit entre tous ces intervenants. Parfois, c'est le ministre des Finances qui ne va pas s'entendre avec le ministre des Transports, ou alors c'est le directeur général qui ne s'entendra pas avec le PCA. Et tout ça, ça crée des conflits. Donc, il faut qu'on revienne un peu à l'orthodoxie des grandes entreprises. Il faut un président, directeur général, et comme l'État ne peut pas être partout à la fois, un président de l'Assemblée générale. Monsieur Kouyi. Oui, je voudrais dire que pour ajouter quelque chose à ce que vient de dire le Mohamed Sopro, c'est vraiment le nœud du problème qui est touché là maintenant. Parce que je prends une autre entreprise, Cantel. C'est Cantel qui produit la matière. Orange et MTN sous-traitent la matière. Et Orange et MTN, chacune de ces sociétés a au moins 10 millions d'abonnés. Cantel n'arrive pas à avoir 1 million d'abonnés. Alors que c'est Cantel qui a la matière qu'elle vend à ces entreprises. Et si vous regardez le chiffre d'affaires d'Orange ou de MTN, vous vous rendrez compte qu'ils réalisent 10 fois ce que Cantel réalise. Et Cantel a toute une oligarchie. Il y a le ministre des télécommunications, il y a toute une panoplie de personnes qui ont le pouvoir là-bas et qui émergent là-bas et qui passent ce temps à tourner là-bas à ne rien faire. Donc voilà des exemples qui prouvent que le problème, c'est un problème organisationnel. C'est un problème de principe d'organisation. Parce qu'on peut comprendre que des sociétés qui sont venues s'installer et qui prennent la matière première à Cantel arrivent à faire 10 fois le chiffre d'affaires de Cantel, qui est une société d'État qui a tout à sa portée. Est-ce que ce sont ces raisons-là, ces arguments pris ensemble et qui amènent Dr Mungori, par exemple, les institutions financières internationales à faire machine arrière lorsqu'on leur propose, par exemple, de cautionner une démarche comme celle-là qui consiste à financer ou à subventionner les entreprises? Sans doute, c'est tout à fait clair, c'est tout à fait évident. Il faut peut-être souligner que l'État n'est pas toujours outillé pour se jeter dans certaines batailles. Je pense qu'il est mieux, dans certains cas, de préférer des partenariats publics-privés. Et dans le secteur de la télécommunication, plus précisément, il est clair que une entreprise d'État comme Cantel aura beaucoup de mal à survivre dans le secteur, parce qu'en fait il y a quand même une façon de faire, il y a une façon de gérer, il y a une façon d'organiser, il y a une façon de recruter, il y a des critères extrêmement clairs et percutants qui sont appliqués par des opérateurs privés. MTN ne va pas recruter tout le monde, les membres de sa famille, ou ceci et cela. C'est pas comme ça. Ça se passe autrement. Peut-être que ça se passe pas de la même façon sur Cantel. Chez MTN, vous ne viendrez pas commencer le travail à 10 heures et rentrer à midi. Non, ça ne se passe pas. Bon,
je crois qu'il y a à ce niveau un problème sérieux, mais je pense que la télécommunication est d'abord un domaine stratégique. C'est pour cela que Cantel est resté vivant jusqu'à présent, parce qu'il faut quand même contrôler un certain nombre de choses. Comme il le disait, il y a quelqu'un qui est propriétaire des équipements. En fait, quand la société Codeco, par exemple, apporte sa fibre optique, celle-ci est reprocédée à Cantel. Toute personne qui apporte une fibre optique, même s'il la crée, c'est Cantel qui va la gérer ici. Donc, en fait, il y a des problèmes purement stratégiques qui poussent, dans le cas d'espèce, une société nationale. Mais pourquoi ne pas aller dans une démarche de partenariat public et privé, de manière à alléger cette gestion, à lui donner un peu plus de contenance et de pertinence. Ça fait mal de constater que les gens sont à 12 000 abonnés et que notre société nationale a de la peine à attraper 1 million. Ça fait quand même mal. Alors, on va explorer cette solution tout à l'heure pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Je veux dire la solution sur le partenariat privé-public parce qu'il faudrait bien qu'on évoque les solutions qu'il faut envisager pour permettre effectivement que les mesures qui sont envisagées par l'État par rapport au fonctionnement de ces structures-là puissent être efficientes. Pour l'enfance au support, même en se rendant compte que les institutions financières internationales qui parfois marchent avec avec le bâton, hésitent un tout petit peu à soutenir ce type d'initiative. La question qu'on a envie de se poser, et j'imagine que les gens se posent la même question en nous regardant, c'est finalement donc d'où vient l'argent que l'État utilise pour perfuser ces entreprises. Non, c'est tout simplement, vous l'avez dit, M. Kenny, c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du contribuable. Puis, vous vous souvenez, on a parlé des emprunts obligataires pour financer certaines entreprises. Et c'est à cela que ces institutions s'opposent. C'est contre cela. Parce qu'elles disent que vous ne pouvez pas emprunter pour aller financer une entreprise moribonde. C'est là le problème. C'est que l'État emprunte pour aller financer une entreprise moribonde. Bon, subventionner une entreprise en réalité dans laquelle l'État est le seul propriétaire. Parce que n'oublions pas, en cas de difficulté de trésorerie, si vous avez votre entreprise, c'est à vous qu'on va demander d'apporter de l'argent frais, des capitaux frais. Or, ici, l'État est le seul actionnaire. Donc, lorsqu'il y a des difficultés, c'est tout à fait un qu'on demande à l'État. Mais ce que les institutions internationales refusent, c'est que ce soit des subventions permanentes. Elles deviennent finalement perpétuelles. À partir de ce moment, on ne voit même plus pour quelle logique on va maintenir cette entreprise en vie. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Avec et le problème de Cameco, on a évoqué tout à l'heure, je n'ai pas voulu en parler, mais c'est un problème très très complexe. Déjà, c'est le transport aérien. C'est le transport aérien qui utilise le kérosène. Et le kérosène, quand il n'est pas subventionné, coûte cher. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il coûte cher. Et si maintenant vous mettez en place une structure organisationnelle et autre chose, j'allais oublier, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas, nous ne sommes pas préparés à créer la Camerco. La Camerco était au coup de tête du président de la République. C'était une décision politique. Mais pourtant, vous fonctionnez quand même assez bien pendant quelques années. Oui, la Camerco. Est-ce que c'est pas la Camerco? Ah d'accord. C'est pas la Camerco. La Camerco n'a pas fonctionné. C'était un coup de tête. C'est pas la Camerco. La Camerco, souvenez-vous-en, il était question de créer une autre compagnie privée et de vendre la Camerco à des repreneurs privés. Et c'est là le président, par un sursaut d'orgueil certainement, par un sursaut patriotique, c'est ça, par un sursaut patriotique, il a dit non, il me faut une compagnie nationale. Il a créé la Camerco. Donc sans préparation aucune. Et vous voyez même pour preuve que les locaux qu'occupait la Camerco, jusqu'à aujourd'hui, ils sont vides. Ils sont en location. Or, il y avait déjà les locaux de la Camerco. Donc, vous comprenez que c'était sans aucune préparation qu'on a créé la Camerco. À partir de ce moment, on a vu tous les vautours sortir de leur exil pour s'emparer de la Camerco. Et c'est là le véritable problème. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y a peut-être, je vais dire ça comment, un passé pas très douloureux qui suit cette structure-là? Parce que
Évidemment, beaucoup ont surfé sur la fibre patriotique nationaliste pour compter sur l'envol de Camerco. Quelqu'un parlait alors de l'orientation stratégique. Oui, et puis, est-ce que le fait qu'aujourd'hui, parce que Camer, à l'époque, je crois, avec l'essentiel des avions, c'était sur l'Europe, la France, l'Italie et les autres. Est-ce que le fait, il semble que c'était essentiellement des commerçants et des hommes d'affaires, est-ce qu'aujourd'hui le fait que ceux-là sont en train de s'orienter beaucoup plus vers l'Asie, Dubaï et autres, est-ce que le fait que Camer n'ait pas suivi cette orientation-là ne peut pas justifier également qu'il y ait toutes ces difficultés-là au niveau de cette entreprise aujourd'hui? Non, il faut se situer dans le contexte. À cette époque-là, vous savez que les pays tels que l'Asie, je ne dirais pas interdits, mais ils étaient presque inconnus. C'est ça, on ne connaissait pas l'Asie, on ne connaissait pas très bien cette clientèle. Donc aujourd'hui, il y a la mondialisation, ce qui fait que tout le monde s'y faut un peu. Vous voyez, c'est chacun qui parle de l'Asie, etc., etc. Et là-bas, il y a un grand marché. Donc, la Camerco, la Camer a fonctionné sans ces marchés, rien qu'avec l'Europe, comme vous dites, parce que nous connaissions l'Europe. Chaque Camerounais, sa destination, c'était l'Europe. L'Italie, la France, la Suisse, l'Angleterre. Même les États-Unis, nous ne connaissions pas tout, sauf nos forts anglophones qui maîtrisaient le circuit des États-Unis. Donc, c'est pour vous dire que quand le président prend donc la décision, après la mort de la Camer, de créer Camerco, personne ne s'y attend. Je me souviens, ça a été brusque comme ça, un décret présidentiel, et tout le monde était surpris, parce que tout le monde avait déjà vu la Camer disparaître. Donc, on ne voyait pas un autre substitut à cette Camer. Donc, le président que la Camerco, et moi je le répète, sans préparation aucune. Vraiment sans préparation aucune, on met en place la Camerco. On se met à cafouiller, on va chercher des étrangers qui apparemment n'étaient même pas maîtres dans leur art. Bon, on les met là, vous voyez. Donc, tout ça joue aujourd'hui sur l'avenir de la Camerco. C'est compliqué. Bon, je voudrais dire que, pendant la décision politique que la Camer, c'est justement ce genre de problème qui nous perturbe le plus possible. Quand, vous prenez l'exemple, quand on crée des ministères, par exemple, on crée d'abord les ministères, et on nomme les ministres. C'est quand les ministres arrivent qu'ils commencent à écrire, de faire un investissement économique quand c'est nécessaire. Il y a un outil budgétaire, c'est-à-dire l'État du coup prend l'argent dans son budget. Et dans le cas des États où l'État est autorité monétaire, l'État peut faire appel à la planche à billets. Comme aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? Aux États-Unis, ils n'ont pas besoin d'aller dans leur budget, ils peuvent créer la monnaie. Nous n'avons pas de question nationale monétaire. Nous n'avons pas de monnaie. Donc, nous avons un outil qui n'est pas entre nous. Et à ce moment-là, on ne peut que commencer à chercher des prêts obligataires et des choses comme ça, qui sont des actions de périphérie et qui embarrassent beaucoup. Donc si l'État avait les deux outils, l'État pourrait, n'est-ce pas, justement, créer des sociétés peut-être comme la Camerco et puis trouver l'argent pour financer, quitte à ce que, au moment donné, on voit comment on peut, si ça marche bien, récupérer ces fonds et les mettre à disposition. Docteur Moulou, je reviens à vous tout à l'heure sur les leçons qu'il faut tirer de la privatisation, ou si vous voulez des mesures qui ont été envisagées par l'État du Cameroun dans les années 80 dans le contexte de la crise économique, pour voir si ces mesures-là ont porté des fruits et si on peut s'en inspirer aujourd'hui dans le traitement de l'entreprise publique et parapublique. Mais avant cela, je reviens avec l'honorable Sopran. On parlait tout à l'heure de cet appel public à l'épargne de novembre 2014 pour collecter environ 150 milliards de francs CFA. Et parmi les entreprises qui avaient été ciblées, j'ai cru lire quelque part qu'il y avait par exemple la société Margeni. Oui. Alors, moi je pose la question, une société comme Margeni, je crois à l'origine, était destinée à aider dans le cadre, je crois, des travaux publics pour aider les Camerounais à travailler dans le secteur des travaux publics. Est-ce que le fait de réinjecter un peu d'argent là-dedans, dans le contexte actuel, peut être une bonne décision, par exemple? Oui, à partir du moment où nous parlons aujourd'hui de grands projets, nous parlons de projets structurants, vous comprenez? Parce que, comme vous l'avez bien dit, le Margeni a été créé pourquoi? Pour suppléer à l'insuffisance des capitaux
des nationaux. Pourquoi? Parce que pour être entrepreneur dans le cadre d'un projet routier, par exemple, il faut disposer d'un parc d'engins. Or, les Camerounais n'ayant pas de capitaux pour acheter ne serait-ce qu'un Caterpillar, alors les autorités en place ont pensé qu'il fallait créer un outil. Vous comprenez, une structure qui pouvait les aider donc à faire face à cette insuffisance. Ils ont créé le MADGENI. Ce qui fait que vous, Camerounais, si vous gagnez un marché de travaux publics, construction d'une route par exemple, vous adressez au MADGENI, vous liez un engin qui vous permettrait donc de réaliser votre marché. Vous comprenez? Donc voilà. Et pendant un certain temps, pendant toutes ces années de crise, vous avez vu que le MADGENI a été presque inexistant. Et si vous regardez très bien, vous verrez que les Camerounais, en réalité, n'ont pas participé à la construction de leurs routes. Les routes ont été construites par des étrangers. Pas des étrangers, des Français, des Égyptiens, etc., etc. Donc nous n'y avons pas participé parce que lorsqu'on va étudier le dossier d'offres, on va vous demander que disposez-vous comme ingénieur. Vous n'en avez pas. Et vous n'avez pas l'argent pour en acheter. C'est la raison pour laquelle le président Idio avait créé le MADGENI. Donc, vous vous adressez au MADGENI. Le MADGENI, vous louez ces engins. Après les travaux, vous restituez les engins au MADGENI, vous payez la redevance qu'il faut, et puis les Camerounais ont participé. Alors, dans le cadre de l'enrichissement, les Camerounais. Vous avez dit que le MADGENI entre-temps a sombré. Aujourd'hui, on pense qu'il faut remettre encore un peu d'argent à la nous permettre de fonctionner avec les grands projets que vous avez évoqués, et ainsi de suite. Mais en même temps, il y a à côté le génie militaire. Non, ça ne fait pas double emploi. Non, ça ne fait pas double emploi. Le génie militaire fonctionne comme, si vous voulez, sans publicité, comme Ravel. Aujourd'hui, nous voulons utiliser le génie militaire comme Ravel et puis souvenez-vous, la route Bafang-Gondok a été construite par le génie militaire. La Sodenkan n'utilisait que le génie militaire. Et il y a plusieurs routes comme ça dans nos pays qui ont été construites par le génie militaire. À un moment, avec les pressions des organismes financiers internationaux, on a dit à l'État non, n'intervenez plus dans l'économie. Le génie militaire est un corps de l'armée. On a dit non, il faut mettre le génie militaire de côté. Laissez jouer le libéralisme et confiez-vous au privé. Donc, les privés, c'était que des étrangers dans ce domaine-là. Vous comprenez? Donc, c'est une bonne chose que nous refassions appel au génie militaire et qu'on crée, qu'on restructure en même temps le MADGENI pour permettre aux autres Camerounais qui peuvent maintenant compétir. Parce que maintenant, il y a de l'outillage, donc ils peuvent compétir et discuter dans des appels d'offres avec les entreprises étrangères. Docteur Mangori, sur la question, je disais tout à l'heure qu'il était peut-être important de revenir un peu aux années 80, les années 80 avec la crise économique, pour voir les solutions que l'État a tenté d'apporter à ces entreprises en difficulté, pour peut-être tirer les leçons qui nous permettront de voir un peu plus en avant par rapport aux mesures qui sont envisagées aujourd'hui. Est-ce que lorsqu'on parle de subventionner les entreprises publiques ou parapubliques aujourd'hui, ça vous fait penser aux mesures qui ont été prises par l'État à cette époque-là? C'est pratiquement le même schéma où il y a des différences. C'est assez différent, il faut dire, parce qu'en fait, à l'époque, on se retrouve devant une cagnotte, on n'attendait pas. En fait, au lendemain du premier choc pétrolier, 73, 114, donc les prix du baril sont multipliés de 2,5 $ à 15 $ en l'espace de 2 ans. Et c'est le premier choc pétrolier. Et le Cameroun va commencer à produire en 1973 son pétrole par la Sonara. Et au moment où il commence à produire, les cours sont de l'ordre de 15 ou 20 $. Ensuite, survient le second choc pétrolier, 79, qui porte encore à 30. Donc, vous voyez, on se retrouve avec trop d'argent, pendant que les pays très avancés sont en récession, parce qu'en fait, le premier choc pétrolier indique la fin des Glorieuses, donc une période de forte croissance de l'économie mondiale.
trentaine d'années, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, nous sommes dans une situation particulière où le Cameroun, dans leur préparation sans doute, se retrouve avec beaucoup d'argent et n'ayant pas peut-être suffisamment de compétences, se fait orienter par des experts étrangers qui, eux, également, ont intérêt à ce que leurs pays qui sont en crise, à l'époque, on ne parle même pas trop de crise, on parle d'un phénomène un peu complexe qu'on appelait la stagflation, donc une stagnation pendant qu'il y a une inflation. C'est un phénomène à l'époque très nouveau. Donc, ces économies ont besoin de se relancer, et pour se relancer, elles ont intérêt à solliciter les pays qui sont crédibles. Et le Cameroun était à ce moment l'un des pays producteurs, un des rares producteurs de pétrole, donc qui se retrouve avec beaucoup d'argent, et à qui on dit, mais écoutez, vous pouvez même produire du blé au Nord Cameroun. Et on avance un claque milliard pour faire la sauce de blé, et écoutez, vous pouvez faire de l'EVA. C'est comme ça qu'on crée l'EVCAM. Et ce capable, c'est de la même privée. Celui-CAM, c'est l'investissement industriel le plus grandiose qui a jamais existé à l'époque, avec près de 300 milliards de francs, mais une société qui va démarrer en 81 pour s'éteindre en 83. Ensuite, il y a la Sonara, vous le savez, qui n'a jamais pu transformer notre pétrole, parce que notre pétrole est un pétrole très spécial, riche en résidus, donc qu'on peut raffiner. On est un tout petit peu surpris par cette prospérité-là. On est surpris par cette prospérité, on emprunte à tour de bras, parce qu'on a dû emprunter énormément. Et en fait, la situation qu'on vit à partir des années 80, elle est la conséquence d'un surendettement. On a emprunté pour de 2 milliards entre 76 et 82. Donc tous les ratios de solvabilité et de liquidité sont passés très rapidement au rouge au moment où, malheureusement, après le second choc pétrolier, le cours du baril commence à chuter. Il commence à chuter en fin 80 et il s'effondre en 85-86. C'est cette situation. Au moment où on doit rembourser l'essentiel des crédits contractés, et à un moment particulier où toutes les économies européennes ou américaines font face à des factures budgétaires surdimensionnées qui vont pousser le président Reagan et tout le reste à pratiquer une politique totalement désinflationniste, c'est-à-dire augmenter les taux d'intérêt, ce qui veut dire pour nous, quand on va rembourser l'argent emprunté, on paye plus cher. En fait, on est dans une situation tout à fait différente où l'économie mondiale est en récession, où l'épargne est rare, et où les Américains, pour la mobiliser, vont mettre en place et la désintermédiation bancaire, et le développement des marchés, et la réglementation, de manière à attirer les investisseurs. Là, c'est peut-être pour permettre de bien comprendre le contexte des années 80 et puis le début de la crise du milieu des années 80 justement, qui est donc dû finalement, je crois, autour de 1990 à... Je crois que c'est l'une des ordonnances de 90 lorsque le président Biya annonce le désengagement, je crois, progressif de l'État du circuit productif à travers une politique de privatisation. Et donc là, on commence à rentrer dans le sillage des privatisations. On lui impose de toute façon, à un moment donné, en fait, il y a une crise d'accumulation, c'est-à-dire les excédents de dollars, de pétrodollars qui étaient à notre disposition ont disparu parce qu'on les investit non pas dans les projets structurants, mais dans la modernisation de l'outil de production. Je vous dis, il y a une vingtaine d'entreprises au monde qui ont été créées à ce moment et aucune d'elles n'a prospéré. Les Sénégal, le Sodebo, la société de Posserie, c'est de quoi il s'agit, et plein d'autres. La Sonara, c'est de la même truc. Et la Sonara, même si elle existe aujourd'hui, personne ne sait comment, parce qu'en fait, elle
il a fonctionné dans le montant en sous-capacité et de manière très déficitaire. Vous avez d'ailleurs ceci, en gros, ces échecs-là sont la base du surendettement même de notre économie. Ces échecs multipliés. Je ne dis pas que le chef de l'État de l'époque ne voyait pas, mais je dirais plutôt qu'il a été parfois. Je voulais vous tout à l'heure pour le développement parce qu'il faudrait bien qu'on comprenne les mesures qui ont été envisagées et comment l'État s'est organisé pour que ces entreprises essayent de survivre. Et on va comparer avec la situation actuelle. Vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas d'accord sur les origines de cette situation. Oui. Nous sommes tombés entre les mains de la mafia de la finance internationale. Dès que le mur de Berlin chute, je crois que c'était en 89, oui. Dès que le mur de Berlin a chuté, c'était la fin de la guerre froide. Les vainqueurs de la guerre froide, sont tombés sur les États africains. Et pendant qu'on est arrivé au Reagan, c'est quand Reagan est arrivé au pouvoir, qu'il commence avec les taux d'intérêt excessifs. Mais c'est en 82. Oui, c'est en 82, 83, il commence avec les taux d'intérêt excessifs. Et en ce moment, la dette du Cameroun est une dette raisonnable. Et ces taux d'intérêt qui vont à une très grande vitesse nous amènent à avoir une dette supplémentaire fictive qui pèse sur notre économie. Et en ce moment, au même moment, ça fait quelques années plus tard, dans les années 86, le président Biya annonce déjà que s'attendre à serrer la ceinture et que ça va être un peu plus difficile dans les années 86. Et 87, 88, 89, il y a la chute des cours de matières premières. 86. Oui, disons que la chute est ressentie dans les années de 87 à 89, puisque c'est en 89 que les producteurs de café et de cacao ne peuvent plus, n'est-ce pas, vendre le café et le cacao, parce que les fonds de régulation qui étaient logés à l'ONCPB pendant plusieurs années, parce qu'il y avait une caisse de stabilisation à l'ONCPB. Et cette caisse de stabilisation avait une mission. C'est-à-dire que si le café coûtait, on achetait 600 francs. C'est-à-dire qu'en fait, le paysan ne devait pas ressentir les variations de prix. Ça coûtait 800 sur le marché international, il percevait ses 600. Le jour où ça coûtait 500, on prélevait dedans, donc il perçoit toujours 600. Mais au moment où cette chute est arrivée, on a regardé cette caisse, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien parce que justement, quand le niveau de l'air a chuté et quand ces gens sont arrivés, ils nous ont dit de tout privatiser. Ils nous ont dit de privatiser, il faut que l'État se désengage. L'État s'est mis à se désengager des sociétés, de toutes les sociétés, et l'État devait se désengager parce qu'à ce moment-là, les taux d'intérêt étant très élevés, l'État étant très endetté, l'État n'avait plus les moyens de supporter ses propres charges. Donc ils ont provoqué cette situation. Là, les taux d'intérêt excessifs, j'ai dit, au moins 50% de nos dettes ont été, n'est-ce pas, provoquées par les taux d'intérêt. Et je vous rappelle qu'ils sont allés plus loin. Ils sont allés jusqu'à faire une dévaluation qui ne se justifiait pas. Parce que quand vous dévaluez une monnaie, ça suppose que le pays qui dévalue sa monnaie, soit avant d'aller à l'extérieur, nous n'avions pratiquement plus rien à vendre, on a dévalué notre monnaie. Et puis pendant qu'on dévalue notre monnaie, nous consommons les produits manufacturés qui venaient de l'extérieur, qui coûtaient encore 2 fois plus cher, et nous sommes tombés dans une situation désastreuse. Moi, je parlais sur le revers de la dévaluation, c'est que ça permettrait également aux entreprises extérieures de s'installer sur le territoire national à moindre coût. Oui, mais ils s'installent sur le territoire national à moindre coût. Ça devrait favoriser en tout cas les investissements étrangers. Je pense à partir de la dévaluation, on peut raisonner comme ça, mais on ne les a pas vu s'installer. Bon, alors, moi, on n'a pas vu s'installer. Et je vais vous dire que les subventions de l'État, ce que l'État essaye de faire là, moi, je suis pratiquement d'accord que l'État commence. Parce qu'il faut que l'État commence à nouveau à s'engager pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir un droit de regard sur l'économie nationale. Il ne faut pas que la mafia de la finance internationale continue à nous. Si l'État s'engage petit à petit et qu'à un moment donné, on se retrouve avec l'État dans les entreprises et que l'État essaye de mieux gérer, vous verrez que la situation. On va voir ça tout à l'heure avec le monde opérateur, c'est-à-dire que quelles sont les précautions qu'il faut prendre. Je vais à Dr. Ngolma, je vous pose la question surtout bon, pas forcément, c'est vrai que le débat qu'on peut faire sur les origines de la crise, ça, c'est important, mais ça ne nous permet pas pour l'instant. Alors moi, la question que je pose, c'est lorsque l'État sent cette difficulté commencer au niveau de sa trésorerie avec des entreprises, est-ce que des mesures semblables à celles qui sont prises aujourd'hui
sont envisagées, ou bien on se dit on y va tout beau pour ce qui concerne la privatisation et puis que ça va être la meilleure solution? En fait, il faut bien le relever. Ce n'est pas 10 milliards qu'on a emprunté, ce n'est pas 100 milliards. C'est plus de 8 milliards. Et le budget était de quel ordre? En fait, on a emprunté de l'argent sans tenir compte des critères d'emprunt, qui sont le ratio de solvabilité et de liquidité. Tout simplement parce qu'il faut bien le comprendre. Quelqu'un possède énormément de pétrodollars qui est un pays qui est de l'OPEP et nous avons un président qui est quand même proche de l'OPEP par sa religion et à qui on peut prêter de l'argent en fermant les yeux. Et c'est ce qui s'est en fait passé ici. C'est qu'on a eu trop d'argent emprunté, mais avec des projets vraiment ficelés. Je vous dis encore que la raffinerie que nous avons aujourd'hui ne raffine pas notre pétrole. Pourtant, on a investi 150 milliards, ce qui ne se justifie pas. On s'est lancé dans une opération d'industrie de pâte à papier qui n'a pas tenu la route pendant 2 ans. C'était quand même plus de 300 milliards qui sont jetés par la fenêtre. Donc, moi, je reviens, je dis toujours, en fait, c'est même la base de l'échec de notre politique nationale à partir des années 80. C'est-à-dire qu'on est tellement endetté que on est en train de vivre tellement élevé parce qu'en fait, l'enseignement camerounais à l'époque vaille autant qu'un enseignant français, lui sait. Les salaires sont extrêmement élevés à l'époque. Il faut revoir tout à la baisse à un moment donné. Et moi, je pense par contre que la dévaluation, quelque part, nous amène plutôt aider. Parce que c'est à partir de la dévaluation que les économies, pas seulement camerounaises, mais africaines d'une manière générale, reprennent le poids de la dette, que la croissance revient. Parce qu'en fait, on a eu 4 années de croissance négative, de 86 à 89. C'était le moins 7, moins ceci, moins cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'argent. Le volet compresseur du remboursement des emprunts consentis par le bailleur de fonds privés commence à se retourner contre nous. Il faut rembourser, il faut rembourser, il faut rembourser. On n'a pas. Alors, pour l'enfant support, avant de rentrer dans la dernière partie de l'émission, il va porter sur les précautions à prendre en matière de perfusion de ces entreprises publiques. Je voudrais peut-être lui parlait tout à l'heure, Dr Mongori, de ces entreprises qui ont été créées un peu comme ça dans la foulée et qui n'ont pas produit grand-chose, mais il y a quand même des cas, je veux dire quoi, des exceptions, des cas particuliers. Je pense à certaines entreprises qui travaillaient notamment dans le secteur des industries de bois et je crois à un moment donné ont quand même fonctionné pendant quelques temps et ont produit quelques résultats avant de sombrer, non? Oui, et pas seulement ces entreprises, on va y revenir. Mais il y a le NCPB. Qui a bien fonctionné. Et on n'a pas compris pourquoi. On a fermé carrément le NCPB. Pendant que nous fermions le NCPB, les Ivoiriens gardaient leur caisse de stabilisation de cacao. Vous comprenez ça? C'est ça, on n'a pas compris. Il y a par exemple la Sotuk. La Sotuk ici chez moi a fermé. Je suis allé à Dakar et je vois que l'équivalent de la Sotuk fonctionne encore. En Côte d'Ivoire, l'équivalent de la Sotuk fonctionne encore. Mais pourquoi avons-nous fermé toutes ces sociétés? C'est pas de mauvaise société. Pourquoi? Est-ce que Evecam, dont il a parlé, au moment où on fait Evecam dégage des bénéfices. Evecam dégage des bénéfices. Pourquoi est-ce qu'on a privatisé Evecam? Est-ce que tout cela nous a donc aidé à rembourser cette dette, docteur? Ce qui est certain, c'est que l'ajustement structurel a été une politique qui ne nous a pas aidés. Qui est pensée par les Européens pour leurs intérêts et qui n'a pas aidé quelques-uns. Et c'est là que nous revenons sur ces privatisations. C'est pas le Cameroun qui a privatisé. Non, c'est pas lui. On nous a forcé à privatiser.
parce qu'on demandait à l'État, avec la chute du mur de Berlin, on a ouvert les portes de l'économie. On a dit aujourd'hui c'est le libéralisme. C'est le libéralisme. Voilà. Donc désengagez-vous de l'économie, laissez les entreprises s'exprimer elles-mêmes. Or, je reviens sur ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est les étrangers de capitaux. Comme on a vu un tas de capitaux, on a donc ouvert la porte aux étrangers. Et au lieu que ces étrangers, nous les attendions, on appelle la dévaluation. Au lieu que ces étrangers investissent chez nous, dans des structures productives, Ils se sont servis. Ils se sont servis et ils sont entrés dans ce que le Camerounais lui-même pouvait faire, c'est-à-dire le négoce. Vous comprenez? À partir de ce moment, le jeu a été faussé. Et c'est là où des mesures que la Banque mondiale nous a imposées n'ont pas joué leur rôle. Parce qu'à partir de ce moment, le jeu a été faussé. Parce qu'au lieu d'entrer dans des activités productives, non, ils sont venus nous rejoindre dans ce que nous-mêmes nous savions faire. Le négoce, par exemple. Ils se sont mis à vendre notre café, à vendre notre cacao. Pourtant, nous-mêmes, nous étions obligés pour le faire. On a donc dans ce siège-là assisté à la privatisation, je crois, d'une vingtaine, peut-être un peu plus d'entreprises, avec seulement, je crois, 2 ou 3 entreprises dans ce siège-là qui sont réunies à des Camerounais. Alors aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de spéculer, d'essayer de décrypter ces mesures de l'État en ce qui concerne l'accompagnement de certaines structures en difficulté, quelles sont les précautions qu'il faut prendre de votre point de vue, monsieur Kouni? Moi, je crois que le fait que l'État décide d'accompagner un peu les entreprises parapubliques est une très bonne chose. Il faut tout simplement que qu'on restructure un peu, comme a dit le tout à l'heure, qu'on évite que la bureaucratie pèse énormément sur ces entreprises. Et que l'État essaie Vous avez vu, en Europe aujourd'hui, en France par exemple, dans la situation de crise, c'est le président français qui apporte des mesures de part de responsabilité, il appelle les chefs d'entreprise et leur dit l'emploi se crée au sein de l'entreprise. Moi je vous fais ceci à l'impôt, vous créez tel nombre d'impôts, vous avez tel nombre d'emplois. Ça veut dire que l'État ne peut pas être en marge, n'est-ce pas, du fonctionnement des entreprises. L'État doit pouvoir, n'est-ce pas, s'assurer que les entreprises fonctionnent normalement et au cas où les entreprises ont des difficultés, voir dans quelle mesure apporter des moyens pour permettre aux entreprises nationales de fonctionner. Si François Hollande a apporté ce programme sur son affaire de part de responsabilité et a discuté avec les chefs d'entreprise, c'est tout en étant un socialiste, tout en étant de gauche, c'est parce qu'on se rend de plus en plus compte que l'entreprise, les entreprises doivent fonctionner avec, n'est-ce pas, l'État, même dans la main avec l'État. Et si l'État peut apporter un concours pour permettre à ces entreprises de ne pas mourir, c'est une bonne chose. Donc, moi je crois qu'il faut lutter contre la bureaucratie absolue, essayer de mettre à la tête de ces entreprises des personnes suffisamment formées, aguerries, capables de faire le travail, éviter des triples et des doubles emplois qui créent des conflits, et puis suivre, que l'État suive et que l'État apporte son concours par des phénomènes qu'on pourrait dire naturels pour ne pas perturber ces entreprises et les amener à péricliter. Donc l'État doit assurer une politique de veille permanente auprès des entreprises et s'assurer que ces entreprises sont en train d'aller en avant et non pas, n'est-ce pas, se désengager complètement et laisser, n'est-ce pas, les entreprises fonctionner dans un système libéral. Alors justement, c'est là, je voulais vous relancer là-dessus parce que quelqu'un parlait tout à l'heure de la crise de subprime aux États-Unis, je crois que c'est lui, et les mesures qui ont été initiées par l'État pour venir en aide à ces entreprises, justement, ont donné lieu à des débats, j'ai failli dire philosophiques, même sur la question de doctrine. Aux États-Unis, on se demandait, alors, de quel type de libéralisme s'agit-il? Parce qu'on se demandait comment l'État, qui en principe est chargé, qui doit jouer le rôle d'arbitre, de régulateur, doit intervenir dans l'entreprise. Est-ce que ça ne fausse pas le jeu? Est-ce qu'il faudrait continuer à appeler ça le libéralisme économique? Au cours de grandes crises, l'État intervient toujours. La grande crise de 1929 a été résolue parce que l'État a pris des dispositions pour que l'État a pris sur lui de lancer les grands travaux pour permettre aux entreprises de se mettre en mouvement. L'État ne peut pas, dans une situation de crise, se mettre à côté pour laisser les entreprises fonctionner. Ce n'est pas possible. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, dans notre cas, l'État est obligé. Vous voyez, par exemple, en Grèce, dans une situation extrême, c'est l'État qui prend tout sur lui. L'État même s'oppose aux bailleurs de fonds en leur disant, écoutez, il ne faut pas que la mafia de la finance publique
instances internationales, puis sur l'espoir écrasement de démocratie. Et les Grecs sont en train de dire on va rediscuter pour voir comment on va rembourser la dette. J'ai dit tout à l'heure que quand les taux d'intérêt ont été inflambés, délibérément, les gens ont décidé que les taux d'intérêt sont de 50%, ils ont commencé à multiplier les taux d'intérêt. Et quand on dit que nous étions endettés, c'est vrai, mais je dis que la partie fictive de la dette, qui vient, n'est-ce pas, de ces taux d'intérêt que nous supportons, est supérieure à ce que nous avons contacté. Alors, docteur Mourouri, il faut donc que l'État intervienne en apportant, en injectant un peu d'argent dans ces entreprises en difficulté. C'est votre avis également. Mais il y a des précautions qu'il faut prendre. Il y a pas mal de précautions, elles ont été évoquées par lui. Il faut, entre autres, mais c'est difficile. Dans notre contexte national, c'est un peu difficile de savoir qui et où se trouve l'oiseau rare qu'on recherche souvent, de comprendre qu'à un moment donné, il faut quand même recruter de manière rationnelle, de comprendre qu'à un moment donné, il faut se concentrer sur ce qu'on peut faire. On n'est pas obligé de tout faire. On n'est pas obligé de savoir d'aller en compétition avec ceux qui nous sont plus grands que nous, plus forts que nous. On peut commencer par là où nous pouvons nous sentir capables d'agir. Regardons Camerco, certainement. Pas seulement Camerco, ça vaut pour beaucoup d'autres points. Mais circonscrire le rayon d'action dans lequel on peut être efficace et puis agir à l'intérieur. Agir à l'intérieur. Et aussi, il a parlé de doublons, il y a trop de doublons, on ne les responsabilise pas suffisamment. Malheureusement, on ne responsabilise pas suffisamment et ça se ressent à tous les niveaux. On a l'impression, je le dis souvent, que ici au Cameroun et dans les pays francophones d'une manière générale, on est un peu en retard, on n'a pas confié la gestion des finances publiques aux particuliers, on préfère concentrer tout au niveau de l'État. Je dis toujours que 5% seulement des finances publiques à ce jour, à peu près, sont gérées par les communes, ce qui ne s'explique pas, parce que 60% de la richesse du pays vient quand même des villes. Donc il n'est pas normal que ça se passe comme ça. Par contre, dans les pays avancés comme la France, l'Allemagne, c'est quand même 60 à 75% des finances publiques qui sont gérées par les communes, les régions et toutes les autres collectivités décentralisées. L'État ne gère qu'à peu près 30%. Donc vous voyez, je crois qu'il y a pas mal de choses à faire. Il faut savoir que la richesse est produite par les populations. Il y a donc de façon sous-jacente une proposition que vous faites, c'est qu'on aille vraiment et fondamentalement vers la décentralisation. Vers la décentralisation à tous les niveaux. Alors, Paul-Alphonse Sopon, sur les précautions à prendre par l'État en ce qui concerne les subventions qu'il faut apporter à ces entreprises-là. Oui, moi, je dirais, quand je reprends la crise des subprimes, si les États-Unis ont réussi à moins de 2 années, avec General Motors par exemple, c'est tout simplement parce que lorsque l'État a mis de l'argent à la disposition de General Motors, mais ce ne sont pas les fonctionnaires de l'État qui suivaient le projet. C'était des cabinets privés, bien sûr, les cabinets qui suivaient. Et ici, chez nous, on a du mal, comme il vient de le dire, à confier donc une gestion de ce genre aux cabinets privés. Compétences. Vous avez vu, la crise des subprimes, General Motors a mis 2 ans pour se relever. Parce que justement, quand l'État a sorti de l'argent, l'État s'est retiré. C'est pourquoi la querelle sur quel type de libéralisme après n'a plus lieu. Parce que l'État s'est retiré, il a donc confié la gestion de ce suivi-là à des cabinets privés. Mais ici, chez nous, on a du mal. Vous comprenez? Donc vous voyez toujours des fonctionnaires qui vont tourner autour, etc. Et comme c'est pendant cette crise-là, on oublie de le dire, que la corruption s'est installée dans notre pays. Vous voyez, lorsque vous allez détacher les fonctionnaires pour aller encore contrôler la gestion de ce suivi-là, effectivement, il y aurait
si on l'avait fait ici. Mais le gouvernement américain s'est déjà engagé. Donc, voilà une première mesure. L'État doit comprendre qu'il doit faire appel à l'expertise privée. Et dans tous les pays du monde. Moi, j'ai vu en France. Regardez aujourd'hui Attali, comment la France l'utilise. Attali n'est plus dans la fonction publique. Mais c'est un consultant. Et de temps en temps, lorsqu'il y a un problème, on appelle Attali. Et c'est lui qui vient résoudre le problème. On lui confie la gestion des structures. Vous comprenez ça? Et ça nous manque ici. Donc, il y a cette première précaution. Si nous ne voulons pas retomber dans le même travers, il y a cette précaution. S'agissant de nos entreprises publiques, parce que vous vous souvenez, avant même qu'on nous impose la privatisation, tout le monde disait déjà que nous avons des gestionnaires qui ne savent pas gérer, les camions ne savent pas gérer, etc. C'est du fait que ces entreprises cumulaient près de 738 milliards de dettes, de déficit. Donc le problème se posait déjà avant même que l'UFM, la Banque mondiale, ne vienne nous imposer ce programme d'ajustement structurel. Donc c'était le moment que l'État a lâché. Et elle a dit, ok, moi-même, les gestionnaires, là, on dit depuis qu'ils ne savent rien faire, ok, vous prenez donc les privatisations. Donc, pourquoi ne retomber plus dans ces sortes de travers-là? Il faudrait réorganiser la structure des entreprises publiques. Elle est trop lourde. Et ici, on a un directeur général, le conseil d'administration, ils vont rester là pendant 15-20 ans. Finalement, ils n'ont plus, c'est-à-dire la capacité d'innover. Ils n'ont plus la capacité d'innover. Il y a tout ça que nous devons revoir. Et une entreprise publique ne doit pas se gérer comme l'État. Imposer, par exemple, parce qu'aujourd'hui, là, vous ne pouvez même pas avoir un projet à proposer à Cameco. On va vous dire non, marché public. Et pourtant, vous apportez l'initiative privée. Et c'est l'intelligentsia. Vous apportez un projet à Cameco, par exemple dans le cadre de la relance stratégique, on va dire non, marché public. Et vous voyez tout ce que cela comporte après. Le lourdeur. Donc il faudrait qu'on sache que l'entreprise ne se gère pas comme l'administration. Alors vous compliquez après, j'ai relancé le docteur sur la mission des cahiers de charges, parce que je crois qu'on n'a pas encore eu de question. Mais je voudrais dire que qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois que le docteur l'a dit tout à l'heure, qu'il a créé beaucoup de sociétés sans être préparé. C'est vrai aussi. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sociétés qui ont été créées à l'appel. Mais, maintenant que l'État commence à donner des subventions, l'État fait semblant, mais l'État veut s'engager un peu pour soutenir les entreprises privées, il faudrait qu'on comprenne que les premières difficultés, c'est que dans un système trop centralisé, on ne peut pas s'en sortir. Il faut déjà décentraliser. Il faudrait même que les régions, ou bien dans d'autres États, c'est carrément le fédéralisme. C'est-à-dire qu'on vote un président de région ou un gouverneur de région qui a une politique économique déterminée pour sa région et qui peut mettre sur pied, n'est-ce pas, une politique de point fort. L'île Maurice, par exemple, est le premier producteur mondial de pulls verts. L'île Maurice ne produit pas le coton. Et on ne peut pas le plus ouvert en Maurice. C'est tout simplement parce qu'ils savaient bien qu'ils sont allés prendre, qu'ils font ça bien, et ils sont spécialisés dans le plus ouvert, et ils produisent le plus ouvert mieux que n'importe quel État. Et puis, ça fait l'essentiel de leur produit intérieur brut. On peut, au gouvernement, l'industrie cuir, on achète le cuir au Maroc pour aller en Europe. On achète des chaussures au Maroc. C'est la politique des points forts. Chez nous, par exemple, il y a des régions comme l'Ouest et le Nord-Ouest qui font de l'agriculture. On sait que l'agriculture là-bas, il y a par exemple une région comme le Septentrion qui peut se spécialiser aussi dans le cuir. Je crois que l'élevage est très riche là-bas. Il y a des régions qui ont le bon en quantité, on peut se spécialiser. Il y a des régions déjà qui produisent les mines, le diamant, l'or, etc. On peut se spécialiser. On crée des industries qui correspondent aux spécificités, n'est-ce pas, de ces régions. Et à ce moment-là, on peut avoir une économie solide. Et tant que du fait que c'est le point fort de cette région, et injecter de l'argent tout en sachant qu'on pourrait, n'est-ce pas, faire quelque chose d'intéressant. Donc, moi je suis pour qu'il y ait une décentralisation avérée. Ça me fait penser au système de Bolt aux États-Unis. Voilà. Donc, qu'il y ait une décentralisation sérieuse et qu'on puisse mettre sur pied une politique de points forts et que l'État central puisse
que chaque région puisse faire ce qu'elle sait faire le mieux. Alors, sur on a indiqué tout à l'heure à l'entrée d'émission, lorsqu'il est question d'injecter de l'argent dans ces entreprises, les institutions financières internationales indiquent qu'elles ne sont pas prêtes à cautionner une telle opération parce que ces entreprises, pour la plupart, sont des gouffres à sous. Et puis elles nuancent quand même en disant ces institutions financières, alors si vous décidez d'y aller, il faut assortir ces innovations des cahiers de charges. Les cahiers de charges, c'est quoi? Et en quoi est-ce que ça peut être une garantie dans l'efficience des mesures qui sont généralement c'est une grande garantie, mais il faut encore savoir comment sont montés les cahiers de charges. C'est parce que dans tous les cas de figure, il y a toujours des cahiers de charges. On revient toujours au point de départ. Même quand on les respecte, c'est que ça tombe. En fait, Camer et tout le reste ont toujours eu des cahiers de charges. Toutes les entreprises ont toujours eu ces cahiers de charges. Que les managers sont supposés. Et ces cahiers de charges sont respectés et ne produisent pas les résultats. C'est peut-être c'est même pas qu'ils ne produisent pas les résultats, mais peut-être qu'ils ne sont pas bien ficelés. C'est surtout ça. Et c'est là où je reviens à ce qu'il dit. Qui montent tous ces cahiers de charges, c'est les fonctionnaires. Est-ce qu'ils savent comment on le fait? Ils sont outillés, ils sont préparés. Est-ce qu'ils savent l'expertise des cabinets privés? Ça doit être une expertise suffisamment futée. Donc, en fait, vous voyez, parfois on tourne l'argent, on pense qu'on a déjà tout fait, alors qu'en fait, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Bien sûr. On n'a rien fait. Alors, est-ce que le fait, parce qu'on est pratiquement à la fin là, je dois peut-être vous relancer, M. Cougnier, est-ce que le fait, parce que dans la plupart des cas, on a reconnu sur ce plateau, il y a des cahiers de charges qui sont arrêtés et qui très souvent ne sont pas respectés. Et du coup, la question c'est comment contraindre les gens à les respecter, ou bien, parce que lui, il a parlé par exemple de faire intervenir les cabinets privés. Il y a peut-être des cas d'entreprises où effectivement ces cahiers de charges ont été arrêtés, peut-être même bien ficelés, mais qui ne sont pas respectés. Comment peut-on contraindre les parties à les respecter? Est-ce que le fait que l'État soit à la fois juge et partie ne peut pas être un obstacle à la réalisation ou à l'efficience de ces cahiers de charges-là? Vous avez trouvé la solution. Le fait que l'État soit juge et partie fait que les cahiers de charges, nous avons même le personnel de l'État est d'abord un personnel corrompu. C'est un personnel corrompu. Tout le monde sait qu'ils sont corrompus. Et vous ne pouvez pas demander à des gens qui sont corrompus d'aller surveiller le travail d'une entreprise privée qui veut gagner de l'argent et qui est généralement qui est dirigée par des étrangers. C'est des fonds étrangers qui sont dans la plupart des cas pour ce qui est de cette privatisation. Alors quand les fonctionnaires y arrivent, on leur donne un peu d'argent et puis c'est bon. Vous n'avez qu'à voir le cas de la Somme. Il me souvient qu'il était dit pour que dans cette privatisation-là, ça c'est entre autres, c'est-à-dire que c'est l'une des conditionnalités. Il était dit que le taux de l'électricité devait augmenter de 1% par an pendant 5 ans. Et qu'après les 5 ans, c'est-à-dire de 2002, je crois, à 2006, et qu'à partir de 2007, ça devait diminuer de 1% jusqu'en 2011, 5 ans. Et on suppose qu'en 2011, on aurait déjà traversé l'état le plus, le coût de l'électricité serait comme il était zéro. Mais le coût de l'électricité ne fait qu'augmenter depuis 2002. Nous étions à 58, quelque chose de francs par le kilowatt en 2002. Aujourd'hui, on est à 90 francs. Et à aucun moment, le coût de l'électricité a diminué. Mais il n'y a personne qui s'en occupe. S'il y avait un cabinet privé qui était chargé de suivre cette affaire, puisqu'il gagnait de l'argent en faisant des rapports de relativité, ce cabinet privé aurait rappelé à la semaine en 2006 que vous devez, à partir de maintenant, commencer à descendre de 1%. Mais bien que les gens pensent que c'est les policiers ou bien les gens qui ont les armes ou n'importe quoi, qui doivent surveiller, qui doivent... Mais ce n'est pas possible. Non, les fonctionnaires doivent ce n'est pas l'État qui doit se désengager, c'est les fonctionnaires qui doivent se dégager. Parce que les fonctionnaires constituent le boulot de trianglement de notre économie. Donc, pendant que ce cabinet devait rappeler à l'entreprise ses exigences ou bien les exigences de respect du cahier des charges, peut-être qu'en même temps, il devait rappeler à l'État il doit faire ses rapports à l'État. Et rappeler peut-être à l'État également ses obligations vis-à-vis de cette entreprise-là.
Merci, messieurs, d'être venus sur le plateau de 237 débat. Merci pour la France pour d'être venu. Merci. Merci vraiment à vous d'être venu, Dr Mongori. Merci, Diva. Merci. Merci, M. Bouillet, d'avoir accepté l'émission. C'est moi qui vous remercie et à la prochaine. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre édition 237, le débat. Excellente soirée à tous et à très bientôt.